Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Avant l'accident, ma vie était simple, j'étais comme n'importe quel autre bachelier de lycée, enthousiaste à l'idée de l'avenir, mais sans savoir où j'allais. Je passais mes journées avec des amis, à rêver de réussite et d'aventure, même si mes objectifs restaient vagues. Ma famille me soutenait, mais était parfois distante. Cette incertitude me pesait, mais ce n'était rien comparé à ce qui allait suivre. Un jour, j'étais un jeune homme fraîchement diplômé, le lendemain, tout avait changé. Je ne me souviens pas vraiment de l'accident, mais il m'a laissé dans le coma pendant 2 ans. À mon réveil, j'étais couvert de cicatrices, confus et je n'avais plus aucun souvenir de ma vie d'avant. Ma famille avait disparu et je me sentais perdu. Soudain, j'entendis la voix de Zoé percer le chaos de mon rêve. « Roger, réveille-toi mon chéri, tu rêves encore. » Je rêvais d'abeilles, comme toujours. Après près de 30 ans de vie commune, Zoé riait encore quand je lui disais que c'était « l'abeille tueuse », une référence à une vieille parodie de Saturday Night Live. Je pris une douche pour chasser les effets persistants de ces rêves qui me hantaient depuis l'accident à mes 18 ans. Même si je ne me souviens pas de l'accident, je sais que je suis resté dans le coma pendant 2 ans. À mon réveil, j'ai décidé d'aller à la fac. J'étais marqué par les cicatrices, mais j'avais guéri. J'étais prêt à aller de l'avant, même si ma famille ne réapparut jamais. L'accident avait dû être grave, mon corps montrait des signes de nombreuses opérations chirurgicales. Je me demandais si j'avais profité de la vie avant l'accident, car j'en avais payé un très lourd tribut ensuite. Je suis devenu prudent, préférant une vie calme et simple. Je me suis retrouvé attiré par la comptabilité, une carrière que je n'aurais jamais imaginée au lycée. Les médecins disaient qu'il n'était pas inhabituel d'oublier des détails après un choc. Je voulais juste une vie paisible, une famille aimante, une maison avec piscine et une routine sans histoire. Pourtant, les abeilles revenaient sans cesse dans mes rêves. « Tu veux encore un peu d'eau sur le visage ?» demandai-je dans mon rêve. Les abeilles étaient implacables, et chaque piqûre faisait plus mal que la précédente. Puis la voix de Zoé me ramena à la réalité. « Roger, réveille-toi, ce n'est qu'un rêve. » Elles empirent, avouai-je, bien que mon médecin insista sur le fait que ce n'était qu'une phobie des abeilles. Zoé et moi nous sommes mariés lorsque j'avais 20 ans et elle 25, dans une petite église près de mon université. Ce fut une cérémonie discrète. Nous avions peu de famille tous les deux. Nous nous sommes installés, avons vécu parmi ses amis, et j'ai poursuivi mes études. En 1975, j'ai obtenu un diplôme en comptabilité et en informatique. Même si tout semblait s'être passé vite, je ne me posais pas de questions, j'ai juste commencé ma carrière de comptable, un travail simple qui convenait à mon nouveau goût pour une vie tranquille. Je travaillais souvent seul à compter des stocks. Si 2 personnes comptent ensemble, elles peuvent se mettre d'accord sur un chiffre, même s'il est faux. Mais si elles comptent séparément, l'audit sera précis. C'était ennuyeux, mais cela me plaisait. Personne ne me dérangeait et je pouvais avancer à mon rythme. Encore des abeilles, marmonnai-je. D'où sortent-elles ? Je tentai de les chasser de la main et les sentis me piquer, au point de faire couler du sang. Apiculteur, fais quelque chose contre ces bestioles. Hop, ce sont des abeilles tueuses. Mets un produit sur les piqûres. C'est quoi ce bruit ? Un oiseau ? Non, c'est trop grand, un ptérodactyle. Puis cela me frappa. Mince, encore piqué. Quel genre d'oiseau est-ce ? La voix de Zoé me tira de nouveau du rêve. Roger, réveille-toi, tu fais un mauvais rêve. Va prendre une douche. Les rêves étaient intenses, mes cicatrices me faisaient mal et les gens dans mes songes étaient comme des fantômes, sans visage. 2 ans après la naissance de John, nous avons vu Paula, ma petite princesse. J'aime John, mais Paula m'avait envoûté, comme sa mère. J'adorais mes enfants et Zoé. Les regarder dormir, les aider à marcher, à faire du vélo, jouer à la balle, ces moments étaient les plus heureux de ma vie. Nous organisions des barbecues de quartier. Tout le monde se connaissait bien, sauf moi, le nouveau venu. Peut-être parce que j'avais épousé Zoé rapidement après qu'elle soit tombée enceinte. Notre relation était correcte, mais après le mariage, notre vie intime s'estompa. Zoé n'était pas intéressée, alors cela devint rare. Mais j'avais mes enfants et cette vie paisible, ce qui me suffisait. Une fois, j'ai entendu les femmes du quartier discuter. « Zoé,
comment tu fais pour supporter Roger le rasoir? Roger est parfait, répondit Zoé. Il ne boit pas, ne fume pas, ne joue pas, il m'aime, aime les enfants et est un excellent pourvoyeur. Zoé annonça ensuite qu'elle était enceinte de Billy. Nous avons fêté ça avec nos amis. Nos enfants ont grandi avec ceux du quartier, et nous faisions tous partie d'un groupe soudé. On me taquinait sur mon côté ennuyeux, mais cela ne me dérangeait pas. J'aimais courir, même si personne ne m'accompagnait. Mon travail, à auditer des entrepôts, me maintenait en forme, compter toutes ces marchandises nécessitait un certain effort physique. À la maison, je faisais un peu de musculation au sous-sol et suivais les activités des enfants, cours de musique, sport et plus encore. Zoé était bien occupée en tant que mère à plein temps, gérant tout cela. C'est un ptérodactyle? Murmurai-je. Ces fichues abeilles sont partout. Apiculteurs, débarrasse-nous-en, les gens se font piquer, c'est dangereux. Donnez-leur le sérum contre les piqûres, mais ne me touchez pas, je vais vous frapper. Des libellules, d'où sortent-elles? Au moins elles mangent les abeilles. Roger, réveille-toi mon chéri, va prendre une douche, dit Zoé. Je fis ce qu'elle demandait, mais mes cicatrices me lançaient et j'avais mal à la tête. Je déteste les abeilles, lui dis-je. Je rêve sans arrêt d'oiseaux préhistoriques, de serpents et de sangliers, c'est de plus en plus fou. Pourquoi je ne me souviens pas de l'accident? Ai-je demandé au docteur, tandis que Zoé était à mes côtés. Et ces rêves bizarres? Votre amnésie pourrait venir d'un trouble post-traumatique, répondit le docteur. Quant aux rêves, ils sont peut-être liés à l'accident. Docteur, je ne sais pas quel genre de ptérodactyle c'était, je suis comptable, pas paléontologue. Ces questions m'agaçaient. Mes rêves empiraient, mais la vie restait stable et monotone, ce qui me convenait. J'allais travailler, je comptais des stocks, puis je rentrais à la maison. Ma vie intime avec Zoé devint encore plus rare, mais cela ne me dérangeait pas. Docteur, je rêve maintenant que je danse comme dans West Side Story, lui ai-je dit. C'est pas sexuel, mais je danse avec des hommes, main dans la main, style bal de salon. Les abeilles sont toujours là, en arrière-plan, et parfois il y a des serpents, des sangliers et des libellules, et nous commençons à glisser. Le docteur n'avait pas de réponse. Il demanda à Zoé si quelque chose d'inhabituel se passait à la maison, mais elle répondit que j'étais toujours le même, à part ses rêves. Ce fut la dernière fois que je le vis. La vie suivait son cours, avec les barbecues du samedi et les activités de quartier. Nous étions un groupe d'environ 20 personnes, plus les enfants. Nous allions aux réunions du PTA, mettions de l'argent de côté pour les études, et gérions les mariages. Je faisais des heures supplémentaires quand il le fallait, et j'étais fier de subvenir aux besoins de ma famille. La maison était payée, nous avions des comptes de retraite, et j'avais même acheté de nouvelles voitures et organisé des vacances. Les amis de Zoé la taquinaient parfois. Comment fais-tu pour supporter un mari si ennuyant? Je m'occupe moi-même, répondait Zoé. Roger est bien avec moi, il pourvoit à nos besoins, même, moi et les enfants. Vous devriez vous estimer heureuse d'avoir ce que j'ai. Avec le temps, nous approchions de notre 30e anniversaire de mariage. Les autres ont été piqués, apiculteurs, aide-les. D'où sortent toutes ces abeilles? Quelqu'un me donne une autre tapette à mouches. Je marmonnais tout ça dans un nouveau rêve dément. À ce stade, j'y étais habitué. Et, Roger, tu danses encore avec des hommes pendant que les abeilles te piquent? Plaisanta Randolph, faisant rire tout le monde. J'étais surpris que Zoé ait parlé de mes rêves de danse avec des hommes à quelqu'un, surtout à ses amis. C'était censé rester entre nous. Sur la route du retour, je me suis arrêté et je lui ai parlé. Zoé, pourquoi as-tu raconté quelque chose d'aussi personnel? Tu as trahi ma confiance. Zoé s'est contentée de rire. Roger, ce sont nos meilleurs amis. On les voit tous les jours, on part en vacances avec eux, on partage nos repas. Pourquoi es-tu contrarié? C'est toi qui rêves de danser avec d'autres hommes. C'est là que j'ai compris qu'aux yeux de Zoé, les autres comptaient plus que moi. Cette révélation m'a rendu méfiant, un sentiment que je détestais. Après quelques mois à faire plus attention, j'ai découvert la vérité. Un jour, j'ai débarqué sans prévenir à l'une de leurs réunions, ce que je n'avais jamais fait en 30 ans, alors que venaient souvent chez nous sans annoncer leur visite. À l'intérieur, j'ai trouvé Zoé, nos enfants adultes et nos 20 prétendus amis, tous nus et en pleine orgie. Eh bien, tu as découvert le pot aux roses, dit Robert en riant,
Viens donc nous rejoindre et découvrir la vérité sur ta vie ennuyeuse. Zoé me présenta les hommes avec qui elle couchait, en soulignant que leur deuxième prénom correspondait au prénom de nos enfants. Cela confirma ce que je soupçonnais, beaucoup de gens, y compris nos enfants adultes, faisaient partie de ce groupe secret, mais pas moi. Mes enfants ne m'appelaient plus « papa » depuis longtemps, et je comprenais enfin pourquoi. Pourquoi, Zoé? Pourquoi m'avoir volé 30 ans de ma vie? Que ai-je fait pour mériter ça? Zoé me regarda, exaspérée. Roger, tu es juste ennuyeux. Tu n'as pas de passion, pas de caractère. Nous étions tous dans la même bande depuis l'enfance, avec l'idée de rester unis et de faire l'amour les uns avec les autres. Tu étais juste l'homme de trop, pour équilibrer le groupe. Nous t'avons gardé dans l'ignorance parce que tu aimais y être. Je ne pouvais pas risquer que tu sois le père de mes enfants, j'avais besoin de meilleurs gènes que les tiens. Pourquoi ne pas avoir voulu un vrai mariage avec moi? Je voulais plus de sexe, plus de complicité, mais tu me repoussais tout le temps, répliqua Zoé, glaciale. Si je te donnais ce que tu voulais, tu aurais fini par comprendre la vérité. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Je t'ai choisi parce que j'étais déjà enceinte, et tu étais facile à manipuler. Il suffisait de coucher avec toi une fois, de dire que tu étais le père, et c'était terminé. Tu n'avais aucune chance de découvrir la supercherie. Donc je n'étais qu'un portefeuille, pendant que tu couchais avec tes vieux amis et que tu enrôlais nos enfants dans ce cirque. Tout ce que tu me disais, tous ces « mon bébé » et « mon chéri », c'était faux. Ne sois pas ridicule, Roger. Je t'aimais, un peu. T'appeler « mon bébé » et « mon chéri » était juste une gentillesse. Mais après toutes ces années à t'entendre parler de tes rêves de danse avec des hommes, tu me dégoûtais. Tu es un malade qui se soucie de libellules, d'oiseaux préhistoriques et d'abeilles. Maintenant tu sais tout, mais il est trop tard. Si tu divorces, j'obtiendrai la moitié de tout, plus une pension à vie, dit Zoé en souriant. Et tes amants, ils étaient tous complices? Ils ne sont pas juste mes amants, Roger, ce sont mes amours d'enfance, répondit Zoé. Ses amis s'en mêlèrent en riant. Tu étais le pigeon parfait, Roger. Pendant que tu bossais, nous baisions ta femme et tes enfants. Aucun de nous n'aurait voulu de toi, tu n'en valais pas la peine. On t'a gardé pour ton argent, et pour que tu élèves nos enfants. Tous se mirent à m'insulter, me disant qu'ils avaient profité de mon argent en me laissant dans l'ignorance. Maintenant que la vérité était dévoilée, ils ne cherchaient plus à se cacher. Sois gentil, nettoie la maison, je reviens dans quelques jours, dit Zoé en riant avec les autres. En partant, je me suis retourné vers elle. Tu m'as trahi pour ça? Tu as offert tes enfants à des gens qui te traitent comme une moins que rien, et tu en es fier? As-tu remarqué que les enfants de tes amis ne participent pas à ce culte? Réfléchis à pourquoi. Ton amant s'est fait ligaturer pour éviter d'épouser une femme déjà enceinte de John, ça ne t'a pas mis la puce à l'oreille. Je suis juste heureux de ne pas faire partie de votre héritage génétique. Ma caméra cachée avait tout filmé. Reviens quand tu veux, Roger, lança John Senior en se moquant. Amène des amis, oh, c'est vrai, tu n'en as pas. Mais j'avais déjà 6 shérifs du comté qui attendaient dehors pour assigner tout le monde à comparaître. Ils sont tous à l'intérieur, dis-je aux officiers. Les hurlements de 23 personnes nues quand les shérifs sont entrés étaient assourdissants. Je suis parti, le sourire aux lèvres, sans me presser. Les ordonnances restrictives les tiendraient à distance, le temps que tout soit réglé. Le divorce fut horrible, mais je l'ai mené dans le chef-lieu du comté, pas dans ma ville. J'ai demandé l'annulation pour frauder, avec les preuves de notre conversation, j'ai attaqué les amis de Zoé pour des millions. Ils ont avoué toute la conspiration, comment ils m'avaient utilisé pour tout payer, tout en ayant des relations entre eux dans mon dos. Grâce à leurs aveux, j'ai gardé la maison, nos économies, nos comptes de retraite, tout. Comme il y avait fraude, il n'y avait pas de bien commun à partager. Zoé et ses complices me devaient l'argent que j'avais dépensé pour élever leurs enfants, qui ne m'appartenaient même pas. Les enfants, qui ne m'appelaient plus « papa » depuis longtemps, me haïssaient pour avoir détruit leurs parents. Mais je n'en avais pas fini. En tant que comptable, je savais comment récupérer tout ce qui m'était dû. Au final, j'ai reçu plus de 5 millions de dollars de tous ceux impliqués. Ça ne les a pas ruinés, mais ça a laissé un gros trou dans leurs finances. Ils ont même mis leur argent en commun pour me payer, surtout quand j'ai commencé à déposer des saisies.
J'ai aussi fait modifier les certificats de naissance, puisqu'ils étaient basés sur une fraude, et Zoé a dû abandonner mon nom de famille. Je me fichais de celui qu'adoptaient les enfants. J'ai coupé les ponts avec eux et ne voulais plus vivre dans cette maison, ni la vendre. Je voulais la détruire. Quelques semaines après la finalisation du divorce, je suis retourné dans le quartier avec une équipe de démolition. Zoé et les enfants sont devenus fous, la maison valait 600 000 $, mais j'ai fait grimper le prix à 1,1 million, et tous leurs amis ont fini par l'acheter. Leur vie sexuelle communautaire dépendait de la possession de cette maison, car elle jouxtait leur propriété. J'ai donc gagné un demi-million supplémentaire en quelques jours de négociation. Avant de partir, j'ai détruit toute trace de notre vie commune, photos, cartes, projets scolaires. J'ai laissé la maison sale, avec de la nourriture pourrie, sans eau ni électricité. J'ai même peint tous les murs, plafonds et vitres en noir. Zoé a obtenu la maison, devenue leur maison de fête. Elle est devenue la bonne à tout faire du groupe, ou plutôt leur catin attitré, même si elle ne le voyait pas comme ça. Elle était convaincue que ses enfants étaient spéciaux parce qu'ils faisaient partie du groupe, alors qu'en réalité, ils étaient juste assez naïfs pour la croire. J'ai quitté mon travail, tout abandonné, même mes vêtements. J'ai roulé toute la nuit, me suis arrêté dans un motel miteux, et le lendemain, j'ai acheté de nouveaux vêtements chez Walmart. J'ai changé de voiture de location et jeté tout ce qui me reliait à ces 30 années gâchées, comme pour en piétiner la poussière et repartir de zéro. 2 jours plus tard, j'étais à Washington DC, au Pentagone en fait dans une annexe, pour remplir une demande d'emploi. J'ai donné mon adresse du jour et un nouveau numéro de portable, ayant jeté l'ancien qu'ils utilisaient pour me surveiller. J'ai découvert pendant mon enquête qu'ils transféraient mes appels, et je m'en suis servi pour garder une longueur d'avance. Le DOD m'a embauché la semaine suivante. L'entretien était particulier, mais ils avaient besoin d'un CPA, expert comptable, et j'avais les diplômes requis. Quand ils m'ont demandé si je comptais user de mon statut d'ancien combattant, j'ai expliqué que j'avais été dans le coma et n'avais pas servi au Vietnam. Un officier de la Navy a même pris mes empreintes digitalement. « Bienvenue au département de la Défense, Monsieur Phil », m'a-t-on dit en souriant. « Où voulez-vous commencer ?» À ma propre surprise, j'ai répondu que je voulais partir en Irak ou en Afghanistan pour un peu d'action. J'en avais assez de ma vie ennuyeuse, j'avais besoin de changer. Quelques jours plus tard, on me fournissait un gilet pare-balles, que j'ai dû acheter moi-même, et on m'envoyait en formation au maniement des armes. C'était étrange pour un simple auditeur civil, mais on insistait. Nous pensons que vous devriez le faire. Je n'étais pas Rambo, mais je transportais 2.45, un M16 A4 et une baïonnette M9. Ma première affectation fut l'Afghanistan. Quand j'entendis le battement des pales d'hélicoptère, je me souvins alors du son de mes rêves. Ce n'était pas tout à fait le même bruit, mais assez proche. J'ai dû l'entendre auparavant, même si je ne m'en souvenais pas. Je continuais à faire ces rêves, mais je n'avais plus d'épouse hypocrite. Je me suis rendu dans différentes bases pour inventorier les ressources et j'ai vite compris que les alliances se négocient au jour le jour. L'ennemi de mon ennemi peut être mon allié, mais seulement au bon prix. Les rêves persistaient, mais la fumée y dévoilait peu à peu des visages. J'étais un vieil homme au milieu de jeunes soldats, certains à peine majeurs, déjà pères. Pour eux, à partir de 30 ans, on est « papa », à 40, on est « pépé », à plus de 50, on est juste « le vieux ». Ces jeunes soldats exécutaient leurs mouvements avec précision, dans une sorte de ballet mortel, obéissant sans hésiter. Cela me rappelait Tibère, qui disait que ses entraînements étaient comme des batailles sans effusion de sang, tandis que ces batailles étaient comme des entraînements sanglants. J'admirais leur discipline, mais je me demandais ce qu'ils ressentiraient plus tard, après avoir dû commettre des actes si violents. Les rêves continuaient, libellules, serpents, sangliers, abeilles, mais l'intensité s'apaisait. Les silhouettes de fumée prenaient forme, des visages de jeunes gens inconnus apparaissaient. Pendant ce temps, je continuais mon travail à inventorier balles, roquettes, chaussettes ou bouteilles d'eau. Il fallait tout prévoir, calculer les pertes, planifier chaque détail. Environ 4 mois après mon arrivée, nous avons subi une embuscade. Les balles sifflaient comme des abeilles en colère. Malgré le chaos, je suis resté calme. Les soldats se déplaçaient de façon coordonnée, et je suivais leur rythme, surveillant les tentatives d'encerclement et appelant des renforts. L'entraînement prenait le dessus, on agissait en équipe. L'échange de tirs a pris fin rapidement, et l'ennemi s'est replié. Après ce jour, mes rêves se sont presque arrêtés,
remplacée par la dure réalité de la guerre. J'ai été envoyé en Irak pour faire le même travail, compter les stocks, signaler ce qu'il fallait, ce qui était en trop. L'ampleur était plus grande, avec plus d'équipements à suivre et plus de choses à perdre. J'accompagnais parfois les patrouilles, prétextant un besoin d'examiner des stocks, mais surtout pour échapper à l'entrepôt. Tel un danseur suivant la musique, je suivais la cadence de la guerre. Je restais solitaire, parlant peu, mais observant et prenant des notes, avant de remplir mes rapports. Le DoD adore la paperasse, désormais informatisée. Je transmettais tout par satellite. Les distractions étaient nombreuses, parfois même des abeilles. Quelques piqûres, et j'en informais mes supérieurs. J'étais là depuis plus de 4 ans, au début en équipe, puis à la tête d'une équipe, et enfin seul. La guerre était devenue ma maison, un moyen de fuir 30 années de trahison. Malgré les fusillades et les blessures jamais trop graves, j'ai survécu, continuant d'auditer les dépôts de ravitaillement pour les opérations militaires de toutes les branches, armée de terre, marine, force aérienne. Chacune jouait son rôle dans ce jeu mortel. Je n'aimais pas le combat ni ôter la vie, mais l'absence de rêve me soulageait. J'étais bien équipé et on me laissait tranquille, même les officiers supérieurs me fichaient la paix. Je faisais mon boulot, apprenais à connaître le terrain et donnais un coup de main quand il le fallait. Je n'avais pas de vrais amis, juste des compagnons. J'étais prêt à les défendre ou à mourir pour la mission. C'était simple, détruire des infrastructures, créer des veuves, rentrer vivant. Le reste n'était que du bruit. Quand j'arrivais dans un nouveau dépôt, je savais que je rencontrerais un adjudant-chef récalcitrant. Le scénario se répétait. Ne touchez à rien sans mon autorisation, c'est chez moi ici. Je répondais. C'est mon périmètre, laissez-moi bosser. L'adjudant-chef Jen Clow ne fit pas exception. Ici, c'est ma maison, mes règles, fit-elle en se collant à mon visage. C'était un duel, comme toujours. Ne me sortez pas ce baratin, répliquai-je. C'est ma zone d'expertise, je supervise tout. Elle aboya. Vous ne touchez à rien sans mon feu vert. Et elle partit. Je remarquai sa posture ferme et sa silhouette athlétique, la devinant amérindienne. Je quittai la zone pour ne pas envenimer la situation. À la place, je suis allé en patrouille. J'avais besoin d'échapper à l'entrepôt et de retourner sur le terrain. L'adjudant-chef Clow, de son vrai nom sergent-major Jenny Clow, était surnommé Iron Clow à cause de sa poigne héritée de son grand-père, un guerrier Blackfoot. Elle avait grandi chez ses grands-parents après la mort mystérieuse de ses parents dans un accident de voiture. Son grand-père, vétéran des guerres de Seconde Guerre mondiale, de Corée et du Vietnam, lui avait enseigné les traditions ancestrales. Clow avait suivi ses traces, s'engageant à 18 ans, servant au Kosovo et au Monténégro, puis gravissant les échelons sans concession. Elle avait un master en gestion d'entrepôt et était fière de ses origines amérindiennes. Son objectif, ne jamais se laisser marcher sur les pieds, surtout pas par un civil comme Roger. De son côté, Roger rentrait parfois au dépôt le soir et trouvait Clow qui dormait en uniforme complet, arme à la ceinture, prête au combat. Lui prétextait, sécuriser, l'entrepôt, mais il sentait grandir en lui une attirance pour elle. Il restait en conflit, Clow étant constamment sur ses gardes, ne reculant devant rien. Ce dépôt, quoique pas le plus grand, devint la base de Roger. Il passait son temps à vérifier les stocks, contrôler les registres, assurer le bon suivi. Ses rapports avec Clow étaient orageux, mais aucun duel n'était permis. Elle n'aurait pas hésité à le défier, et il savait qu'elle gagnerait probablement. Malgré leur antagonisme, Roger la respectait. Et Clow n'arrivait pas à cerner pourquoi les SEALS respectaient Roger. Elle le voyait comme un civil jouant au soldat, un danger potentiel, et aurait aimé le chasser des patrouilles, mais il semblait intouchable. Pendant ce temps, la guerre, les abeilles, les fusillades et les rêves étranges se poursuivaient, rendant leur rivalité encore plus intense. Sergent-major Clow. J'ai été élevé par mes grands-parents après le décès de mes parents. Toute ma vie, j'ai été dans l'armée. J'ai toujours cherché un guerrier, comme celui que ma grand-mère a trouvé, et que mon grand-père était. Mais à 45 ans, j'ai accepté que je ne trouverais pas. Je n'aurai pas d'enfant. Mon grand-père, un guerrier plein de cicatrices des guerres passées, disait toujours que j'aurais un jour des enfants. Mais ça me paraît impossible, désormais. Ces derniers temps, mes rêves sont remplis de Roger. Je le vois autrement. Il porte des cicatrices, non pas celles d'un accident de voiture,
mais de bataille, des cicatrices que seuls les vrais guerriers ont. Une nuit, je l'ai vu se doucher, scrutant ses mains comme pour y laver un sang invisible. Il m'a vu, et malgré ma crainte, j'ai réalisé qu'il me faisait confiance. Ce n'était pas de l'amour romantique, c'était plus profond. C'était mon guerrier. De son côté, Roger. Clau m'a regardé et je lui ai tout avoué, mon passé, mon mariage mort, l'infidélité de ma femme, mes 3 enfants qui n'étaient pas de moi. Je n'avais plus rien ressenti depuis longtemps, mais en rencontrant Clau, ça a changé. Elle m'a souri et a dit, « Alors, tu es prêt ?» J'ai vu dans ses yeux de l'amour et un côté espiègle que je n'avais jamais vu avec mon ex. Elle m'a appelé son étalon de guerre aux cheveux gris et m'a invité à faire l'amour. Son âge et ses cicatrices n'avaient pas d'importance à mes yeux. Elle était parfaite. Nous nous sommes embrassés et j'ai senti sa passion. J'espérais qu'elle voie le même amour dans mon regard. « Je t'aime », lui ai-je dit. « Si tu arrêtes, je te scalpe, pour de vrai. » A-t-elle répliqué. Et c'est là cette complicité que je cherchais depuis toujours. Plus tard, Clau a demandé à Roger si elle pouvait parler de ses rêves à son grand-père, estimant qu'il comprendrait mieux que quiconque. C'était la première fois qu'on lui demandait la permission de parler de ses rêves, au lieu de les révéler à son insu. Roger accepta, lui faisant confiance. Sergent-major Clau. Oui, si mon grand-père peut aider Roger avec ses rêves. Je n'en fais plus autant, mais j'aimerais comprendre. J'ai demandé à grand-père, que signifie-t-il? Et pour ces cicatrices, elles ne viennent pas d'un accident de voiture. Grand-père a dit, son esprit est troublé, mais tu l'aides. C'est le guerrier que tu cherchais. Il t'a trouvé sans le savoir. Tout se déroulera comme il se doit. Ne t'inquiète pas. J'ai râlé, tes trucs mystiques me rendent folle, mais tu as toujours raison. Grand-père a ri, et j'en ai informé grand-mère. Elle m'a dit, j'ai tout entendu, vous me ferez arrière-grand-mère, ne gardez pas les enfants trop loin de nous. Roger et Clau continuèrent à travailler dur, mais toujours en trouvant du temps l'un pour l'autre. Au bout de 3 mois, ils savaient tout l'un de l'autre. Elle adorait ses cicatrices et les embrassait doucement. Il la chérissait. La vie en zone de guerre continuait, jusqu'à ce que tout change un matin. Une fusillade éclata dehors. Roger, dans l'entrepôt, sortit et vit un hélico en train de s'écraser, probablement touché par des insurgés. Plus de 100 ennemis nous attaquaient. Roger vit Clau courir vers l'hélico en tirant avec son .45. Elle rechargeait en avançant, bravant le danger. Roger se précipita pour la rejoindre, tirant sur tout ce qu'il pouvait. Pris par surprise, nous étions en position vulnérable. Seule la rage de Roger et la détermination de Clau importaient. À un moment, Clau tomba, touchée par une balle qui la projeta au sol. Roger l'atteignit en quelques secondes. Elle était consciente, son gilet avait amorti l'impact, mais elle était blessée. Roger lui donna l'un de ses .45 et des chargeurs. Abat tout ce qui passe ce barricade, même si tu crois que c'est moi. Roger se jeta alors sur l'ennemi, tirant jusqu'à épuiser ses munitions. Son seul objectif, sauver Clau. Les renforts arrivaient, mais un homme ennemi approcha suffisamment pour lui tirer dessus. Roger, fou de colère, continua. À court de balles, il sortit sa baïonnette M9 et lutta au corps à corps. L'adversaire portait un dispositif suspect. Roger attrapa sa main droite pour l'empêcher de déclencher l'explosion. Il espéra que ça ne sauterait pas. Par chance, ça n'explosa pas. Les soldats de l'hélico approchaient, mais l'ennemi tenta de s'échapper. Roger tenait toujours sa main, utilisant la gauche pour bloquer la droite de l'adversaire, et, d'un geste, le neutralisa pour de bon. L'homme comprit qu'il mourrait mais n'opposa plus de résistance. Roger, portant encore le cadavre, se dirigea vers une tranchée. À ce moment, une explosion secoua le terrain et Roger perdit connaissance. « D'où sortent ces foutues abeilles » criait-il en reprenant ses esprits. « On est attaqué de tous côtés. Donnez-moi de l'eau, j'ai besoin de munitions. » Il réceptionna un bandoulière de cartouches, quelqu'un la lui avait lancée. Johnson, Roberts, avec moi, feu de couverture à gauche. Williams, reste là et tire sur tout ce qui bouge à droite. Pilonnez la lisière d'arbres. Donnez-moi un lance-grenade, on avance vers la zone d'extraction. Roger donnait des ordres précis, parlant de manière quasi automatique, comme s'il était parfaitement formé au combat.
Les balles sifflaient comme des abeilles en furie. Arrête de rire, Johnson, ou tu vas te faire descendre. Hurla-t-il, tandis que Johnson plaisantait avec Roberts malgré la bataille. Le bruit d'un hélicoptère Cobra retentit. Protégez vos coups, les douilles sont brûlantes. Des renforts arrivent. Wilson, chope Johnson, il est blessé. Ne meurs pas, Johnson, sinon je te botterai le cul en enfer. Médic, par ici. Roger continuait à crier, organisant la défense. Envoyez des grenades, on se replie vers la zone d'atterrissage. Emmenez tous les blessés, personne ne reste. Ramassant un AK ennemi, Roger rappelait. Attention à la fumée, l'ennemi la voit comme nos cobras. Restez en bas. Médic, dépêche-toi, hurla-t-il encore. Un soldat gravement blessé avait besoin de soins. Le chef est touché, mais pas foutu, cria-t-il. À l'attention du médic. Sauve le lieutenant, ou je te plombe. Dans le chaos des tirs et des explosions, Roger s'agenouilla auprès d'une soldate blessée. Reste avec moi, Alti, s'il te plaît. On veut vivre. Puis il se demanda qui avait parlé. Il était désorienté. Il se réveilla dans une pièce éblouissante, perdu. Jen était là. Salut, Jen. J'ai tout revu, serpent, sanglier, abeille. J'ai déjà fait tout ça, pas vrai? Peut-être que oui, répondit-elle en souriant, mon guerrier. Un officier entra. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Mieux, je crois. On a fait ça avant? Oui, répondit l'officier, vous avez été conscient par intermittence pendant 1 an, mais vous êtes enfin rétabli. Puis j'entendis des pleurs de bébé. Jen s'approcha, tenant 2 nourrissons dans ses bras. Ils ont quel âge? Demandai-je. 3 mois, dit-elle. Voici Roger Junior, et voici Edna. Ce sont nos enfants. Je ne pensais plus pouvoir avoir d'enfants, et pourtant. Et je suis marié avec toi, pour toujours. Elle me tendit les bébés. Je n'ai ressenti qu'un amour absolu. Les questions attendraient. Je voulais juste tenir mes enfants dans mes bras. J'ai fait les tests ADN, pour toi, ajouta Jen. Je n'en ai pas besoin, répondis-je. Je sais déjà. Je remarquai une simple alliance en or à mon doigt. Comment nous sommes-nous mariés? Depuis combien de temps je suis inconscient? Un peu plus d'1 an, dit-elle, et oui, on est mariés. 6 mois plus tard, nous étions chez Zoé. Les 23 membres originaux étaient présents, dont nos enfants. Sur l'écran géant, un reportage montrait que le commande-sergent-major Roger Phil allait recevoir la médaille d'honneur. Ça ne peut pas être notre Roger Phil, grogna John Senior, vexé que quelqu'un lui vole la vedette. Puis une photo de moi en uniforme apparut, souriant, décoration sur la poitrine, aux côtés de Jen et de nos enfants. Le présentateur annonça la venue du général Hannigan et de l'amiral Wilson, expliquant qu'ils avaient servi avec moi au Vietnam. Au Vietnam, s'exclama Zoé. Roger a fait le Vietnam? Le présentateur demanda aux officiers de raconter des anecdotes. Zoé et ses complices étaient stupéfaits. Le général Hannigan prit la parole. J'ai servi avec le sergent Phil à l'époque où j'étais sous-lieutenant au Vietnam. Il en était à sa 2e tournée et agissait comme sergent de section, même s'il n'avait été officiellement promu sergent-chef que quelques jours plus tard. Il avait toujours un livre avec lui, étudié pour devenir comptable via des cours de l'armée. Les choses sont devenues difficiles, le Congrès réduisait les financements, donc nos effectifs étaient limités. On se retrouva à 18 dans ma section, en reconnaissance longue portée, LRP. Nous avons été pris en embuscade dans la jungle profonde par l'armée nord-vietnamienne, NVA, probablement informée de notre position. Les tirs ont duré plus d'1 heure. J'ai été touché, et Phil a pris le commandement. Il a demandé à l'un des gars d'utiliser le lance-grenade M79, mais cela a empiré la situation. Les NVA continuaient d'affluer comme des abeilles furieuses. À court de munitions, Phil est passé au corps à corps, éliminant 3 ennemis au couteau. Son objectif était de nous sauver. Phil, malgré ses blessures, continuait. Son humour nous aidait à garder la tête froide. Finalement, des avions A-37, surnommés Libellule, et des hélicoptères Cobra sont arrivés pour nous soutenir. Cette puissance de feu nous a permis de décrocher et d'être évacués par des huées, aussi appelés slick. Phil nous a fait monter dans les appareils.
Moi, j'étais gravement blessé, et il m'a transporté lui-même. Il mesurait peut-être 1,70 m pour 57 kg, pourtant il m'a soulevé et balancé à bord, en disant « Maintenant, tu pourras dire que t'es le dernier à avoir quitté le champ de bataille. » Il se souciait toujours d'abord de ses hommes. J'ai recommandé Phil pour la médaille d'honneur, mais il n'a reçu qu'une étoile d'argent. Il nous avait sauvés, tous. J'ai voulu le remercier par la suite, mais il était déjà reparti sur le terrain. Ses blessures n'étaient pas assez graves pour l'évacuer, et il ne voulait pas partir. Il avait ce regard, distant, concentré, qu'ont certains soldats prêts au combat. Il ne l'a jamais perdu. 30 ans plus tard, je vois qu'il l'a enfin perdu quand il regarde sa femme et ses enfants. Ça fait plaisir de le voir heureux. À l'écran, l'animateur se tourna vers l'amiral Wilson. « Amiral, vous aussi, vous avez servi avec le sergent-major Phil. Qu'avez-vous à nous dire ?» Wilson acquiesça. « Mon expérience est similaire à celle du général. J'étais à la tête d'une équipe SEAL, censée ne plus être là après 1971, mais nous agissions encore en tant que conseillers. Nos zones d'opération se chevauchaient avec celles de Phil. On se taquinait, je l'appelais « pied tendre de l'armée », il me rendait l'appareil. Mais quand c'était sérieux, Phil répondait présent. Une fois, mon équipe s'est fait encercler. Phil est arrivé et a fait croire à l'ennemi qu'il avait toute une compagnie derrière lui. Par sa seule présence, il a changé l'issue. Il se déplaçait rapidement pour stopper l'ennemi, qui croyait affronter bien plus d'hommes. On était blessés, les balles fusaient de partout, et Phil parlait encore d'abeilles. Il blaguait un peu pour nous aider à tenir, bien qu'il fût totalement concentré. Quand les hélicos sont arrivés, Phil a insisté pour que le médecin s'occupe d'abord des autres. Il précisait qu'il voulait qu'on les soigne avant lui. On a eu la chance d'être près de la première cavalerie, bien armée pour nous soutenir. Phil était en piteux état, avec plusieurs blessures par balle, mais il a quand même traîné un officier jusqu'au huet, se mettant entre lui et les tirs ennemis. Comme avec le général, il a tenu à être le dernier à partir, un point d'honneur pour un officier. Après la guerre, j'ai appris que Phil avait reçu la Navy Cross, un échelon juste en dessous de la médaille d'honneur. Il n'était pas heureux pour autant. Il n'a souri que pour la photo, puis a quitté discrètement la marine. Le jour de son départ, je lui ai donné mon insigne de SEAL. Il n'a pas réagi, se contentant de hocher la tête avant de disparaître. Plus tard, je l'ai revu à un arrêt de bus près du Pentagone, habillé en civil. Je lui ai proposé de le déposer quelque part. Il a prétendu qu'on ne se connaissait pas, disant qu'il partait à l'ouest faire des études, sans plus de détails. À la gare Greyhound, je lui ai remis un carton contenant ses décorations, la Navy Cross, l'étoile d'argent, des Purple Hearts et d'autres. Il m'a dit qu'il n'avait jamais été dans l'armée, qu'il s'était réveillé d'un coma après un accident. Puis il est reparti avec la boîte. C'était sa façon d'oublier. Et je ne l'ai plus jamais revu jusqu'à aujourd'hui. Chez Zoé, tout le monde restait muet devant la télé. John Jr. se souvint. Je l'ai vue, cette boîte, quand j'étais enfant. Papa l'a rangée en disant que ce n'était pas important, et il m'a emmené jouer à la balle. Quand j'ai voulu la revoir, elle avait disparu. John Jr. descendit la chercher et la ramena. Il n'avait même pas remarqué qu'il venait d'employer le mot « papa » au lieu de « Roger ». Dans la boîte se trouvaient ses décorations, dont la Navy Cross et l'étoile d'argent, mais aussi plusieurs bronze stars avec V pour bravoure, des médailles de plusieurs branches, et 6 Purple Hearts, normalement 3 suffisent pour vous renvoyer chez vous. Il y avait aussi d'autres médailles commémoratives et la fameuse insigne SEAL, un aigle, une ancre, un trident et un pistolet. Il n'y avait aucune ordonnance officielle pour celle-là, mais elle était clairement un cadeau personnel d'un amiral. Il y avait aussi des médailles de la République du Vietnam, avec citations et témoignages détaillant des opérations que personne ne connaissait. Tout indiquait que Roger en avait fait bien plus que ce que le général et l'amiral savaient. Peut-être Roger avait-il réellement occulté tout ça. Nous ne le saurons jamais vraiment. Enfin, au fond de la boîte, une enveloppe scellée, adressée à mes enfants. John Jr. l'ouvrit et lut à voix haute une lettre rédigée par Roger à 20 ans, avant de quitter l'armée. Mes chers enfants. J'espère un jour en avoir. J'écris ceci à la veille de quitter l'armée. J'ai fait des choses qu'un homme civilisé ne devrait pas faire, et même si c'était la guerre, cela ne les justifie pas. Il fallait les faire, mais elles me pèsent. Être jeune ne les excuse pas. Je veux maintenant tout laisser derrière et essayer de les oublier, tout en expiant mes fautes.
Avant de partir, je vous laisse ces mots. J'espère vivre selon ces principes, et qu'ils vous serviront peut-être. La valeur d'une personne ne se trouve pas dans une boîte, dans des écrits ou dans des insignes accrochés à la poitrine. Elle se trouve dans la façon de vivre au quotidien, dans la façon de traiter ses amis, et même les inconnus, mais surtout sa famille. L'essentiel, c'est l'amour et le dévouement qu'on leur porte. En retour, ils vous aimeront pour qui vous êtes, peu importe votre argent ou vos capacités. Mais pour cela, il faut tout donner, chaque jour. Et eux feront pareil pour vous. C'est la vraie mesure d'une personne. J'espère être à la hauteur pour vous. Que Dieu vous bénisse et vous garde, et qu'il me pardonne ce que j'ai fait à la guerre. J'espère qu'il n'aura jamais à vous pardonner vous, car vous mènerez une vie bonne, juste et morale, en étant un parent aimant et un conjoint fidèle. Votre père qui vous aime. Roger. John Jr. et ses demi-sœurs fondirent en larmes en terminant la lecture. J'en ai fini ici, qui vient avec moi, dit John en rangeant soigneusement la lettre et les documents. Ses sœurs se levèrent et partirent avec lui. Sa femme resta. 3 jours plus tard, un colis parvint au Pentagone, adressé au sergent-major Phil. À l'intérieur du carton extérieur, une boîte brune ficelée, livrée intacte. On l'apporta à Roger, qui l'ouvrit. Elle contenait tous ses effets et un court mot dactylographié, glissé sous la ficelle, en dehors de la boîte. Ceci ne nous appartient pas. Nous aurions aimé que si, mais non. Le mot n'était pas signé, mais Roger sut immédiatement qui l'avait envoyé. 4 mois plus tard, John était célibataire, et lui, Paula et Billy avaient changé de nom. On peut être meilleur, vivre mieux, comme papa l'a montré, dit John à ses sœurs tandis qu'ils partaient ensemble. De son côté, Roger vivait désormais tranquillement. Quelques mois après avoir récupéré ses décorations, il montra la lettre au grand-père de Clow, Strong Bear. Une 50aine de personnes se trouvaient autour du feu ce soir-là, partageant un repas. Jen, belle et enceinte de nouveau, était fière de lui et de sa grand-mère, tout comme Strong Bear était fier de sa petite-fille. Mon amour pour Jen était évident dans sa grossesse et nos enfants. J'ai tendu la lettre que j'avais écrite à 20 ans au grand-père, qui l'a lue, a souri, et l'a fait circuler. J'ai été surpris qu'on la partage ainsi sans me demander. Puis elle est revenue à Strong Bear, et il l'a jetée dans le feu. Les mots sur du papier ne valent rien. Tu as écrit ça, alors montre-le par tes actes. Tu sais déjà. Il avait raison, comme toujours. Au cours des 30 années qui suivirent, Jen Clow et moi avons mis ces principes en pratique. Quant à Zoé, vous vous demandez peut-être ce qui lui est arrivé. Elle n'a pas vécu longtemps après que tout se soit su. Environ 1 an plus tard, elle a reçu des vidéos de ses amants se moquant d'elle, révélant ce qu'ils pensaient vraiment, elle n'était qu'un objet sexuel à leurs yeux, manipulé pour avoir des enfants, puis jeté. Ils l'avaient utilisé, elle et ses enfants, pendant des années. Ces vidéos furent aussi publiées en ligne, et envoyées à tous ses voisins. Zoé s'est donné la mort. Quand on l'a trouvée, elle tenait une photo d'elle, de Roger et des enfants à un parc d'attractions, tout le monde souriait, l'air heureux. Personne ne sait d'où venait cette photo, qui l'avait prise ni pourquoi elle l'avait gardée. Elle fut enterrée avec, et seulement 2 personnes ont suivi son cercueil. Elles se sont inscrites dans le registre comme étalon gris et griffe de fer. Quelques semaines plus tard, plusieurs vidéos montrant le groupe dans des actes inadmissibles ont fait surface en ligne. On y voyait leurs ébats filmés pendant des années, et chaque vidéo se terminait par des moqueries sur Zoé, surnommée leur « pain beige stupide », suivie d'une image de son corps et du rapport d'autopsie, confirmant son suicide par empoisonnement. Le groupe fut contraint de se séparer et fut rejeté par la communauté. Certains déménagèrent, d'autres vécurent en reclus. Mais où qu'ils aillent, ces vidéos finissaient par les poursuivre. Leurs vies égoïstes avaient détruit trop d'innocents, et ils en payèrent le prix. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.